Pour cette table ronde, j'aurai le plaisir d'accueillir dans quelques instants Marilyn Lacaze, qui est donc responsable digital de la Compagnie des Alpes, Rocket Fuel Bertrand Imblot, qui est Sales Directeur et qui va nous rejoindre dans quelques instants, ainsi que Pierre Calmar, président d'eProspect, ainsi que Gilles Guilloux, directeur des opérations de la Place Média. Donc, il me paraît très important, notamment sur deux termes extrêmement confusants dans l'esprit même de certains professionnels publicitaires, d'expliquer ce qu'est le programmatique et le RTB. Je vais commencer par le RTB, qui est en fait un terme qui est apparu aux alentours des années 2009-2010 et qui est apparu dans un contexte où les éditeurs avaient énormément d'espaces publicitaires invendus et cherchaient donc des partenaires que l'on appelait des ad networks. À l'époque, on appelait ça des régies publicitaires d'invendus pour pouvoir commercialiser et trouver preneurs de ces inventaires et trouver des preneurs qui, grâce à des technologies, étaient en mesure de bider, c'est-à-dire de faire une enchère en temps réel. C'est ce que l'on a appelé le real-time bidding et qui a fait également appel à un nouveau terme qu'on a appelé à ce moment-là le yield management, donc la capacité pour les éditeurs à améliorer l'optimisation de leurs revenus en travaillant avec plusieurs partenaires de monétisation. Et ces partenaires de monétisation utilisaient un process d'achat qui est donc le real-time bidding. Au fur et à mesure, il y a eu une certaine maturité de la part des éditeurs, maturité qui s'est notamment manifestée en France par la création de certains groupes d'éditeurs. On en aura une représentation à travers la Place Média. On a une autre représentation qui est Audience Square et qui a pour volonté, bien sûr, de monétiser des espaces publicitaires invendus, mais d'aller justement au-delà. Et c'est là où on a fait appel au programmatique, où l'objectif notamment de la part des agences, c'est pas seulement d'acheter des espaces invendus au meilleur prix, mais aussi d'acheter une audience au bon moment et d'utiliser justement un certain nombre de technologies. Côté agence, ce qu'on appelle des Demand Side Platforms, donc des DSP, et côté éditeur, des SSP, Sell Side Platforms, qui ont permis de créer des places de marché qualifiées d'ad exchange. Ad exchange ouvert à travers des gros acteurs comme Google, avec DoubleClick Ad Exchange par exemple, ou Ad Exchange privé à travers les deux groupes, les deux entités dont j'ai parlé tout à l'heure, Audience Square et la Place Média. Donc le programmatique aujourd'hui pose de vraies questions sur la valorisation des espaces publicitaires pour les éditeurs, mais pose également de vraies questions pour les annonceurs et également leurs partenaires agences sur la manière dont ils vont pouvoir trouver au bon moment, au bon endroit et au meilleur prix peut-être, même si la notion de prix n'est pas forcément fondamentale, à travers justement des technologies qui créent cet écosystème du programmatique. Et pour terminer sur la différence entre ces deux termes, le programmatique aujourd'hui va au-delà du simple monde digital, même si effectivement on dit que le programmatique va permettre enfin d'avoir l'année du mobile, puisque justement ça va être le moyen de pouvoir exploiter de manière dynamique des espaces sur le mobile. Ça va être également le moyen d'exploiter aussi des inventaires sur d'autres supports, tels que pourquoi pas la télévision, la radio numérique. Et c'est ce que je vous propose justement d'évoquer avec l'ensemble de nos intervenants. Je vais commencer par Marilyn Lacaze qui va nous rejoindre, ainsi que Bertrand Imblot, Pierre Calmar et Gilles Guilloux. Merci. Alors, tout d'abord, je vais commencer par Marilyn. D'une part parce que ce qui est vrai dans le monde du programmatique et du RTB, lorsque l'on lit un certain nombre de documents, lorsque l'on regarde un certain nombre également de vidéos de tables rondes, la parole est souvent donnée à des acteurs technologiques, à des annonceurs, non pardon justement pas souvent à des annonceurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais en profiter, à des agences, à des fournisseurs de techno ou à des éditeurs. Et effectivement on a la chance d'avoir Marilyn avec nous et c'est une chance qui est double, d'une part parce qu'elle a été une des premières en tant qu'annonceur à évoquer son expérience il y a 18 mois à travers les campagnes du parc Astérix sur le RTB. Donc l'objectif aujourd'hui c'est qu'elle puisse également nous en parler et nous dire ce qui s'est passé depuis ces 18 mois, et également de nous parler de la nouvelle organisation qu'a
peut-être occasionner les opportunités autour du RTB. Après, bien sûr, je donnerai la parole et poserai des questions aux autres intervenants. Marilyn. Oui, donc bonjour, merci de me recevoir. Déjà, pour vous resituer, le parc Astérix, c'est le groupe Compagnie des Alpes. C'est pas forcément une marque sur laquelle on pousse au niveau du grand public. Donc, c'est à la fois le numéro 4 des parcs de loisirs, avec évidemment le parc Astérix qui va être le sujet aujourd'hui, mais aussi le Futuroscope, le musée Grévin, les Walibi, la Planète Sauvage, etc. etc. Et c'est aussi le leader mondial au niveau des remontées mécaniques. Donc, là, c'est vrai que quand j'étais intervenue à l'IAB il y a bientôt 2 ans, nous avions fait notre premier test sur le RTB, à la fois pour le parc Astérix et la mer de Sable, dans une optique de branding. Et la conclusion à l'époque était de se dire c'est ultra rentable. Donc, pour le parc Astérix, ça l'était un peu moins sur la mer de Sable du fait de la géolocalisation qui était pas assez fine à l'époque et qui l'est maintenant. Et c'est vrai que depuis, sur le web, 2 ans, c'est énorme. Donc beaucoup de choses ont changé pour nous. Pour vous donner un peu des idées de taille, quand on avait fait ce test, on était passé du coup de 0 € d'investissement à peu près 10% du budget média on et offline pour faire ce premier test sur le branding. À l'heure actuelle, 1 an après, on est à peu près à 25%. Donc des investissements médias on et off qui se font sur le RTB. Donc c'est vrai que ça a été plus que concluant dans le cadre du parc Astérix. Et maintenant, quasiment l'ensemble des parcs de loisirs utilisent le RTB sur les leviers à la fois la performance et à la fois de branding. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il y a aussi eu une vraie, non pas réorganisation, mais une vraie logique de formation interne sur le sujet. C'est vrai que très souvent, quand les agences viennent nous voir sur un sujet un peu nouveau, innovant, ou qui peut être intéressant pour nous, ou pour du branding, ou pour de la performance, c'est toujours un peu la même logique qui est de dire, voilà, moi je suis le meilleur sur le RTB et travaillez avec moi. Et, les agences, enfin les clients, déjà la première question c'est, ok, donc le RTB c'est quoi ? C'est quoi par rapport au digital ? C'est quoi par rapport au marketing ? Quelle est votre vision ? Et ça, on l'a quasiment jamais. Donc c'est vrai que le challenge pour le RTB, pour nous, a été non pas de l'expliquer uniquement aux équipes digitales, mais aussi aux équipes marketing. Et on a fait un grand changement chez nous en interne sur le global, sur l'achat média. Ça veut dire que plutôt que de séparer l'achat média online et offline, ce qui était le cas quand j'avais intégré le groupe et le parc Astérix, pendant 1 an, du coup, on a formé nos collègues du offline au digital, au levier à la performance, au RTB aussi. Et à la fin de cette année-là, on leur a confié le budget achat média digital en disant il faut que la strat change. On n'est plus sur une stratégie de levier, mais on est sur une stratégie customer-centrique. Donc si d'autres leviers arrivent ou évoluent dans les années à venir, c'est pas grave, notre stratégie elle est basée sur le consommateur et du coup après on sera toujours serein. Donc si le budget chez nous a augmenté de la sorte, c'est que la personne qui était du coup en charge de l'achat média offline et qui fait du coup aussi maintenant l'achat média online, c'est à elle, par rapport à son consommateur final, qu'elle a dit quelle est la place du digital et quelle est la place du RTB dans le digital, dans les achats médias. Donc c'est vrai que voilà, le changement qu'il y a eu chez nous depuis 18 mois, il est oui pour ce levier, mais ça a été une logique de formation globale. Enfin, mettez-vous à la place d'un annonceur qui, lors de son bilan annuel ou quand on travaille sur la vision, est avec des directeurs à la fois de parc, des directeurs marketing, des équipes du siège, et quand on parle de RTB, de DSP, vous imaginez, il y a une formation globale de l'entreprise à faire sur le sujet. C'est un nouveau canal de vente, donc c'est quand même très important pour nous. C'est un nouveau levier de branding massif. Donc il y a une formation qui doit s'accompagner sur l'ensemble des innovations comme celle-là. Puisque vous parlez de formation, j'imagine qu'après, il y a eu un changement d'organisation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, sachant qu'à l'époque où vous aviez parlé, il y a 18 mois, vous vous occupiez uniquement du parc Astérix, et comme vous l'avez fait en introduction, la Compagnie des Alpes, c'est plusieurs sociétés. Donc justement, comment vous avez travaillé en tant que groupe? Et je pense que ça peut être également très intéressant pour des compagnies qui justement travaillent sur plusieurs marques différentes. Oui, c'est vrai. En fait, on a aussi créé une équipe digitale nationale en novembre dernier, que du coup je pilote pour la Compagnie des Alpes.
pour à la fois aider les sites régionaux à monter en puissance sur l'ensemble des leviers digitaux et plus spécifiquement pour nos gros sites à rester à la pointe de tout ce qui se fait. C'est un peu, on va dire, une start-up dans un grand groupe. Donc c'est vrai que quand on veut être à la pointe sur l'innovation, il faut prendre des risques et il faut avoir la marge de manœuvre de pouvoir le faire. Donc on a testé beaucoup de choses, et il y en a qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Vous pouvez en parler ou... Pour donner un exemple de ce qui a marché dans le cadre du RTB et que maintenant on massifie, on a travaillé sur le retargeting des amis, pour ne pas citer Radio Moine, qui a été du coup un test efficace pour nous. On est rentré par la lorgnette d'un test sur un levier à la performance, de se dire est-ce qu'on peut l'utiliser, quel serait le coût d'acquisition client qu'on pourrait en attendre. Et le test a été fait sur le parc Astérix, où le coût d'acquisition était du même niveau que ce qu'on peut avoir sur de l'affiliation. Donc du coup, c'est ultra positif, parce que du coup, on va toucher des prospects sur un coût d'acquisition où on est vraiment sur une phase, si on compare avec l'affiliation, qui est sur une phase d'engagement et des gens qui sont déjà presque acquis à la cause. Donc là, maintenant, on est en train cette année non pas de vulgariser, mais en tout cas de généraliser cette démarche sur à la fois l'achat média, branding et performance sur plusieurs sites. D'accord. Puisque vous avez évoqué une technologie, je ne vais pas répéter laquelle. Je vais donner la parole à une autre technologie qui est Rocket Fuel. Bertrand, est-ce que vous pouvez vous présenter? Et puis, ce qui m'a intéressé lorsqu'on a préparé cette table ronde, c'est votre parcours, parce que vous avez un parcours qui est assez atypique par rapport à l'ensemble des gens qui gravitent autour de la publicité, on va dire online, c'est-à-dire qu'on vient un petit peu du sérail et parfois on nous reproche d'être un petit peu entre nous. Et est-ce que vous pouvez nous parler, bien sûr, de votre parcours et également nous expliquer ce qu'est Rocket Fuel, sachant que vous voulez apparaître quand même un petit peu différent par rapport aux autres acteurs, puisqu'au-delà de la big data, vous évoquez l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle pour justement aller répondre à cette fameuse quête de meilleure connaissance du client de la part des annonceurs. Voilà. Vaste sujet, effectivement. Donc, bonjour, Bertrand Humblot. Alors, effectivement, d'abord, sur le côté parcours, pour répondre à la première question, effectivement, ça fait un petit bout de temps que je travaille sur l'univers des médias et des régies publicitaires. J'ai passé à peu près une dizaine d'années dans des médias tactiques, que sont la radio, puis une dizaine d'années dans des médias stratégiques, que sont la télévision, à la fois dans le groupe Lagardère et le groupe TF1. Et en fait, j'ai toujours regardé, j'ai ensuite travaillé en tant qu'éditeur, entre guillemets, sur des nouvelles technologies. Et j'ai regardé l'univers digital en partant du principe que j'avais là, finalement, un univers qui mélangeait à la fois la dimension tactique de la radio, la capacité à remonter immédiatement une action, une conversion, et à une dimension stratégique de branding. Et donc, en fait, pour moi, le RTB, en tout cas l'accessibilité à l'ensemble de l'audience digitale via cette technologie, c'était une manière à la fois d'être tactique et stratégique. Donc, ça me semblait normal, finalement, de porter mon expérience, c'est-à-dire celle que j'avais connue avec les agences et les marques sur les différents univers. D'ailleurs, quand j'ai commencé en radio, je travaillais avec le parc Astérix. Je sais pas, on a peut-être dû se croiser déjà plusieurs fois. Enfin, en tout cas, et je les ai retrouvés aussi en télé. En tout cas, on trouve sur le digital ces deux éléments fondamentaux de prise de parole. Maintenant, vous définir ce qu'est Rocket Fuel ou la technologie Rocket Fuel, je vais essayer d'être le plus simple possible. C'est d'ailleurs finalement extrêmement simple. Mais globalement, en fait, on me demande souvent qu'est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est un trading desk? Est-ce qu'on est un DSP? Est-ce qu'on est un ad network? En fait, on essaye de dire chez nous qu'on est un partenaire média de haute technologie dont le seul but, en utilisant la big data associée à l'intelligence artificielle, est de permettre finalement d'optimiser les prises de parole des marques, aussi bien en branding qu'en performance. Comment est-ce que ça se fait? Effectivement, on associe deux choses. La big data, en fait, qui est finalement, si je devais le résumer de la manière la plus simple, c'est la mémoire de la navigation digitale. C'est-à-dire que tous les jours, on voit, il y a, je crois, dans le monde à peu près 40 milliards d'impressions disponibles qui sont finalement visibles et qui correspondent, qui vous donnent une idée du potentiel de profil d'internautes disponibles. Et on associe ça à l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, certains vous diront que ça n'existe pas. Effectivement, on n'a pas encore réussi à reproduire les émotions ou les sentiments. Mais c'est une intelligence artificielle mécanique qui va au-delà du simple algorithme. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour définir ce que c'est un algorithme, mais le principe de base, c'est que l'intelligence artificielle, c'est la capacité à prendre des décisions et à en tirer des conséquences. C'est-à-dire que je modélise quelque chose, ça ne fonctionne pas, je le corrige, sans forcément qu'il y ait besoin d'avoir une intervention humaine pour réoptimiser la campagne. Ça veut dire finalement qu'on a donc une vision globale, une capacité à modéliser de manière globale. Je crois qu'on a quasiment aujourd'hui 16 pétaoctets de données stockées dans notre propre DMP, 2,6 milliards de profils d'internautes intégrés. Et donc, on va modéliser en temps réel la capacité à remplir une conversion, qu'elle soit de branding ou de performance.
Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, voilà à peu près le système générique. Et ça modifie, j'espère qu'on en parlera plus tard, la manière d'appréhender le média planning et ce que peut offrir la différence entre intelligence artificielle et programmatique via des systèmes un peu plus classiques. Voilà. Alors justement, pour que ce soit encore plus clair, vous êtes au service de qui? Des annonceurs, des agences? Eh bien, écoutez, au service des deux, en fait. Globalement, finalement, on est au service des marques et on travaille bien évidemment avec leurs partenaires, que sont les agences. Et donc, je suis quelque part, entre guillemets, un mur de la maison. C'est-à-dire que je travaille sur le digital, le display, la vidéo et les réseaux sociaux, mais je ne suis pas responsable des communications online, je ne suis pas responsable, je ne suis pas juge-arbitre de ce qui est la conversion réalisée. Et donc, en fait, je suis un mur de la maison et donc je m'intègre naturellement auprès des agences qui ont, elles, une vision globale à la fois de la communication off, de la communication on et des autres vecteurs de conversion que peuvent être, par exemple, l'affiliation ou le search. Donc, et là, effectivement, on devient une espèce d'outil supplémentaire mis à disposition des agences pour le compte des marques pour lesquelles elles opèrent finalement la prise de parole. Puisque vous avez parlé des agences, je vais donner la parole à Pierre Calmar, président d'e-Prospect. iProspect. iProspect, pardon. À l'américaine. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce qu'est iProspect au sein du groupe Dentsu Aegis et nous parler également de l'interaction qu'il peut y avoir entre les différentes entités, puisque un des reproches que l'on peut faire aux annonceurs, lapsus, aux agences, mais qu'on pourrait également faire aux annonceurs, j'essaierai d'expliquer tout à l'heure, c'est ce côté silo entre les différents départements, que ce soit dans l'achat média où il y a un certain nombre de silos, mais même entre les différentes entités. Donc justement chez iProspect, c'est bien ça, à ce défaut originel, on va dire, et quel est le type de service que vous pouvez apporter? Effectivement, c'est une excellente question et très d'actualité. Vous savez qu'avec Prospect, vous ne le savez pas, je vous l'annonce, on appartient au groupe Dentsu Aegis en France, donc avec Cara, Viseum et d'autres marques. Et c'est vrai que, en fait, pour bien comprendre la question, je pense qu'il faut revenir à ce que c'est le métier originel d'une agence média. Une agence média, elle avait un art qui a été inventé d'ailleurs en France, qui s'appelle le média planning, invention française, qui permettait de mettre en contact des consommateurs avec effectivement des marques, voilà, et en utilisant les médias comme les vecteurs qui permettaient de toucher un maximum de population dans la cible marketing que l'on souhaitait toucher. Aujourd'hui, on est en train de parler non plus de média planning, mais de audience planning. Alors c'est un terme assez galvaudé aujourd'hui, mais qui part d'un principe simple, qu'on peut toucher aujourd'hui non pas des masses, mais des individus quasiment intuitu personnés en fonction de leur comportement et en fonction de leurs caractéristiques. Et c'est ça, finalement, la révolution du RTB et du programmatique, c'est de passer d'une logique de mass média à une logique où je vais toucher de façon extrêmement précise chaque individu pour ce qu'il est, et donc repérer des intentionnistes sur le parc Astérix ou les copains de ces intentionnistes qui, effectivement, pourront venir avec eux pour le parc Astérix, par exemple. Nous, en l'occurrence, on s'occupe de Disney, mais c'est le même principe. Ce qui est intéressant sur l'évolution des métiers, c'est qu'effectivement, c'est une vraie révolution. C'est-à-dire que ce nouveau paradigme, ce n'est pas quelque chose, on va dire, qui modifie à la marge la façon dont on travaille. Ça modifie en profondeur la façon dont on doit appréhender le monde. Puisque les outils de média planning sont aujourd'hui devenus quasiment obsolètes, puisqu'effectivement les différents silos entre les médias sont tout à fait obsolètes et que l'on doit trouver les meilleures façons d'adresser une logique, on va dire, de touchpoint, donc de différents points de contact entre les marques et les individus, en utilisant d'ailleurs tous les médias, digitaux et autres. Et donc on est rentré dans une ère, pour moi, absolument post-digitale de ce point de vue-là. Et le post-digital, il a une caractéristique, c'est que sa colonne vertébrale est assise, on va dire, sur le digital, parce que ce sont les médias aujourd'hui les plus précis en termes de ciblage, les plus pointus en termes de mesure, et que donc une bonne stratégie média aujourd'hui doit s'articuler autour d'une stratégie digitale qui n'exclut évidemment pas les autres médias. Donc très concrètement, chez Dentsu Aegis, comment ça marche? Eh bien, là aussi, je vais faire une petite caricature. On a des agences qui ont choisi, des groupes d'agences qui ont choisi d'intégrer la totalité des médias à l'intérieur d'un grand tout. Là, effectivement, ça part du principe de dire, finalement, comme maintenant tout est important et que le digital est fondu dans le reste, eh bien, j'intègre tout. Le problème de l'intégration, souvent, c'est la désintégration de l'expertise. Parce que ces médias digitaux sont extrêmement complexes à appréhender. Alors, on est en train de parler d'intelligence artificielle, de data, vous le savez, parce que vous les gérez, c'est quand même un monde très compliqué. Les acteurs nouveaux naissent sans arrêt.
On doit en permanence être à l'affût des nouvelles technologies, comprendre comment elles fonctionnent. Et donc, ça reste extrêmement compliqué. Donc, l'intégration totale des métiers aujourd'hui est quelque chose qui n'a jamais fonctionné nulle part dans le monde. En revanche, avoir une logique complètement pure player, c'est-à-dire dire, voilà, je lance une activité d'agence digitale, iProspect, performance digitale, et travailler en silo ne fonctionne pas non plus. C'est pour ça qu'on a choisi, nous, une voie assez différente. On a un groupe sur lequel on a un PNL géographique. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui va compter, c'est Densho Exist France. Mes clients sont soit des clients en direct, en propre, purs digitaux, et aussi l'ensemble des clients de Cara et de Visium pour lesquels on opère la stratégie digitale. Donc on a un patron de compte qui est chez Cara, par exemple, qui va gérer l'un de nos clients, prenons Beiersdorf, par exemple, Nivea, qui va intégrer une stratégie qui va mutualiser complètement l'ensemble des points de contact et l'ensemble de l'intelligence, on va dire, nourrie par l'ensemble des experts de l'entreprise, qu'ils soient chez Cara, chez iProspect ou ailleurs. Et donc, on a ce mode hybride où on a des pure players, très experts dans leur domaine, mais en même temps, une intégration de la compétence au niveau de la stratégie. C'est ça que l'on fait aussi au niveau de l'achat, puisqu'on a lancé depuis octobre dernier une plateforme de trading commune qui s'appelle Amplify, sur laquelle on a mutualisé l'ensemble des médias. Alors, je prends juste un exemple. On ne fait plus de média planning télé. On fait un média planning multiscreen. C'est-à-dire que clairement, on a une équipe aujourd'hui qui part du contenu. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un 30 secondes. Eh bien, notre métier aujourd'hui, c'est plus de faire un plan média télé. Notre métier, c'est de savoir comment distribuer ce 30 secondes de la façon la plus harmonieuse et surtout la plus efficace possible sur l'ensemble des plateformes, que ce soit des plateformes digitales, de la catch-up télé ou de la télévision, voire du cinéma. Voilà. Et on est donc dans cette logique qui révolutionne complètement donc, le media planning, qui est le sujet du jour. Puisqu'on parle de médias à travers l'exemple que vous donniez, je vais donner la parole à Gilles Guilloux, qui représente donc la place média. Donc j'en ai parlé dans mon introduction, mais c'est quand même important et intéressant que vous nous refassiez un petit peu une présentation de ce qu'est la place média et ce qu'est devenu la place média après presque 2 ans maintenant, je crois, d'existence. Donc c'est devenu un vrai succès. Et de ce succès, qu'en faites-vous aujourd'hui? Puisqu'il y a des nouveaux défis, donc je vous laisse en parler. Très bien. Bonjour à tous. Alors effectivement, la place média, on s'est créé il y a à peu près 2 ans à l'initiative de 4 actionnaires fondateurs qui sont TF1 Publicité, Lagardère Publicité, Amaury Média et Figaro Média. Régie média, grande régie média française, qui ont été rejoints par une vingtaine de régies supplémentaires, représentant aujourd'hui plus de 200 marques médias. Ce qui représente à peu près 4,5 milliards d'impressions à monétiser par mois, un reach de 70% des internautes français, donc 30 millions d'internautes uniques par mois, même si on a, je le dis, même si on n'a pas du tout pour vocation à aller chercher 100% de reach, tout le monde ne va pas sur des sites médias. Donc un ad exchange premium, privé, très brand safe pour les annonceurs, avec des marques qui sont très valorisantes, avec un contenu très premium. Et effectivement, aujourd'hui, on s'est lancé il y a 2 ans sur du display desktop et on a fait évoluer cette offre. L'offre de lancement était assez sèche, puisqu'on vendait la marque, la place média, et en fait la particularité de la place média, c'est aussi de ne pas cannibaliser les ventes directes de nos régies. Donc on prend tout l'inventaire non monétisé par la régie classique et on la vend sous la marque la place média. Cette offre a évolué avec des offres contextuelles pour ceux qui veulent faire un peu de média planning en RTB, et également en programmatique. Et également une offre avec des formats impactants, qui sont en fait des formats rich media, des expand, des grands formats. Et là, on a lancé en fin d'année dernière également un ad exchange premium mobile, puisque l'ensemble de nos marques, les marques qu'on représente, ont des applications mobiles pour la plupart. Donc quand je parle de mobile, je parle aussi bien d'inventaire web consulté depuis un mobile, donc web mobile ou web optimisé mobile, mais également applicatif. Et plus récemment, on s'est lancé sur la vidéo également. Alors pour ces 2 dernières parties vidéo, je parle de pré-roll.
Pour ces deux dernières parties, le mobile et la vidéo, et contrairement au display, tous les éditeurs ne participent pas à ces deux offres et participe en fait qui veut sur ces deux dernières offres. Et sur la particularité de la vidéo, c'est quelque chose d'assez intéressant qu'on a décidé de faire. Il y a moins d'offres que de demandes sur le pré-roll. Et donc là où on se positionne sur le display après, où on récupère l'inventaire non monétisé par la régie directe, sur la vidéo, on se positionne en amont de la régie directe. Donc les régies nous envoient l'ensemble de leur inventaire pré-roll. On le monétise en RTB, donc à un prix plancher qui est assez haut. Et ce que nous, on n'arrive pas à monétiser, on le renvoie à la régie. Alors justement, on parle de monétisation, donc on va parler investissement, parce que je pense que ça intéresse pas mal de personnes dans la salle. Je vais déjà commencer par Marilyn. D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait de la part des acteurs, que ce soit les agences ou de la part des éditeurs, pour que les annonceurs augmentent leur investissement? Alors, au-delà de la formation qu'on a abordée juste avant, c'est vrai qu'il y a un point qui est assez fondamental pour ceux qui vont démarrer, qui est évidemment la transparence, la compréhension de ce que c'est, etc. Pour ceux qui, comme nous, ont déjà commencé, c'est aussi la transparence, mais par rapport à nos clients. Ça veut dire que nos propres clients, les visiteurs, les skieurs, etc., pour revenir sur ce qui était dit tout à l'heure par la personne de eBuzzing qui disait « Content is king », distribution ou channel is queen, moi je dirais client is God. Pour travailler avec nous, moi je dis souvent aux agences qui nous démarchent ou avec ceux qui travaillent pour nous, ne pensez pas à moi, je ne suis pas votre client. Votre client, c'est mon consommateur. Donc là-dessus, nous on travaille sur la transparence, notamment de la pression relationnelle. On a mis en place un système avec lequel on va écouter justement toutes les campagnes digitales qu'on peut avoir et aussi évidemment offline, mais qui vont après arriver sur le online dans les discussions. C'est bien de dire qu'on a eu tant d'audience, qu'on a fait tant d'impressions. La question, c'est que si quelqu'un derrière nous dit « j'en ai marre d'être spammé sur YouTube par Parc Astérix », pour nous, c'est pas très bien. Donc voilà, il y a une vraie logique de grande satisfaction client et de qualité des touchpoints. Donc ça, c'est un point qui est important. Et le deuxième, c'est, alors là, on est un peu plus avancé, notamment que d'autres acteurs. C'est vrai qu'on a aussi derrière un CRM qui est au comportemental, ce que n'ont pas pu faire d'autres acteurs du loisir parce qu'ils sont là depuis longtemps et ils n'ont pas une start-up un peu interne, ils n'ont pas pris ce risque-là, et ils sont dans une logique de trigger marketing. Donc nous, on va avoir à la fois sur la partie en amont, dans une logique de branding ou dans une logique d'acquisition, un levier comme le RTB, et de l'autre, sur la partie CRM, on va avoir toute une logique de comportemental. Donc là, le challenge pour nous, qui n'est pas du coup celui de tout le monde, ça va être de se dire comment est-ce qu'on fait pour relier les deux et avoir une connaissance client globale. C'est-à-dire, autant il y a 2 ans, mon challenge était de dire les leviers display à la performance vont s'écrouler du fait que ces acteurs majeurs vont mettre leurs invendus publicitaires sur les places de marché. Donc là, il faut qu'on prenne ce risque-là. Donc ce risque-là de la maîtrise de notre budget, maintenant, il est fait. Maintenant, on est vraiment sur la partie connaissance client, et gestion de la pression relationnelle, et du coup avoir des outils qui vont pouvoir nous retranscrire ça. Pas uniquement nous vendre justement des gens qui vont rentrer, mais nous retranscrire leurs connaissances clients qu'ils vont acquérir pour nous via leurs outils. Justement, on parlait de challenge pour les agences. Pour convaincre les annonceurs d'y aller sur le programmatique, d'y aller sur la RTB, mais une fois qu'ils y sont, d'augmenter leur investissement, sur quel point encore il faut... Le point de la transparence, c'est un élément essentiel. Tout seul et naturellement. Parce que de toute façon, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est le paradigme qui va inonder l'ensemble des médias, l'ensemble de l'industrie, tout simplement parce que c'est un paradigme beaucoup plus efficace. Je reviens sur le CRM parce qu'effectivement, alors moi, c'est ce que j'explique à mes clients depuis 2 ans, qui est la fusion petit à petit entre le média et le CRM. De plus en plus, on a des clients, je pense notamment à BMW chez nous, où on a complètement fusionné aujourd'hui le CRM et le média,
puisque dès lors qu'on est capable, grâce aux médias digitaux, de donner le bon message à la bonne personne au bon moment, je peux, sur une publicité sur YouTube par exemple, eh bien, grâce à Fuel, aller targeter directement une personne dont je sais qu'elle est dans mon segment 23 de ma typologie. Elle va avoir ensuite un comportement par rapport à cette publicité et je vais pouvoir réindiquer donc, dans cette base de données, en fait, cet individu a eu tel comportement, donc il va passer du segment 23 au segment 32. Voilà. Et donc on a une logique d'intégration totale du CRM avec le média qui rend extrêmement puissante en fait, cette logique de programmatique qui va au-delà du média. Donc je dirais que d'un point de vue, qu'est-ce qu'il faudrait en plus ? D'une part, il faut que les organisations évoluent, parce que l'une des grosses difficultés, je suis aussi d'accord avec ce point, chez nos propres clients, donc je le vois bien, c'est souvent, on me dit « Ah oui, mais le CRM, c'est Tartampion, alors que le média, c'est bidule, et on n'est pas organisé pour, et la base CRM, elle n'est pas faite pour, pour parler à une DMP, etc. » Donc on a vraiment des enjeux d'organisation extrêmement importantes. Et pour en venir, donc pour finir sur la transparence, je tiens à dire un point, parce que c'est vrai que ça agite le landerneau, ça la transparence sur les ad exchange, les places de marché, etc. Moi, je considère qu'on n'a jamais eu autant de transparence. Quand on achetait avant de l'espace publicitaire auprès d'une régie ou d'un ad network, on donnait 50 000 balles à un mec qui les dépensait comme bon lui semblait sur tout un tas de sites underground dont on n'avait pas la moindre idée. Et les annonceurs, d'ailleurs, pendant des années, s'en sont moqués comme d'une guigne. Voilà. Donc aujourd'hui, en temps réel, on sait exactement où on passe, on sait exactement, on a des outils automatiques de vérification de la brand safety, on a des outils automatiques de vérification de la visibilité des bannières, des vidéos, etc. Donc on a une armada de technologies et de la vérification humaine qui nous permettent d'avoir le maximum de contrôle possible sur ce qui est fait. Et sur l'aspect compliant, le RTB, le programmatique, permettent justement de maîtriser complètement la pression publicitaire. Nous, ce que l'on fait avec nos équipes aujourd'hui, c'est qu'on maîtrise, ce qui était impossible avant et d'ailleurs impossible dans les grands médias traditionnels. En télévision, on sait très bien qu'une répétition moyenne de 10 cache en fait quelqu'un qui va être 50 fois exposé avec des gens qui vont être une fois exposés. Le programmatique permet de dire je bloque et je décide qu'un individu ne va pas être touché plus de 10 fois par semaine par ma campagne. Voilà. Et c'est une décision, on va dire, technologique grâce à l'intelligence artificielle qui est évidemment beaucoup plus efficace qu'un média planning humain. Donc justement, on parle de technologie. Qui dit technologie dit productivité plus grande. Mais quand on parle de technologie, on parle aussi de cette fameuse loi de Moore qui veut qu'un ordinateur double sa puissance chaque année. Rocket Fuel, qu'est-ce que vous nous préparez ? Avant d'aller jusque-là, c'est vrai qu'on... Oui, c'est bon, ça fonctionne. Juste pour refaire quelques petites précisions sur le media planning, effectivement, ce qu'on apporte par rapport à cette logique de finalement ce qu'apporte le CRM en termes de connaissances clients, l'idée de jauger de la pression, la technologie, en fait, ce qu'elle permet, c'est d'ouvrir des champs de travail totalement différents. On peut se concentrer sur le marketing. Ce qu'on essaye de faire chez Rocket Fuel, c'est un petit peu on parlait de paradigme, on change le paradigme du media planning. Notre logique n'est pas d'aller chercher ce qu'on appelle un look-like, c'est-à-dire je suis un parc d'attractions, je me dis je veux vendre un séjour, ma cible naturelle, mon segment sur lequel je vais optimiser mon achat, mon média planning, dont le but est finalement de rationaliser l'euro investi et le temps passé pour l'investir, c'est de dire je vais viser les 35-49 ans, foyer CSP+, enfants de moins de 15 ans, etc. Donc si je considère que le digital c'est un océan, je vais donc passer à une mer intérieure, je vais ensuite chercher des gens qui sont capables de consommer des produits de loisirs ou d'entertainment, je suis passé à un lac, et ensuite je vais dire je vais essayer de les toucher dans un univers plutôt contextuellement favorable, donc des sites d'entertainment ou de divertissement. Donc j'ai quasiment réduit l'océan digital à un étang sur lequel je vais concentrer mon tir, parce que je pars d'une hypothèse que plus je concentre mon investissement, plus je vais faire de la conversion. La logique de Rocket Fuel est ce qu'ouvre la technologie de l'intelligence artificielle, cette idée de modéliser en temps réel sur un ensemble de paramètres qui sont plus de 10 ou 20 critères, mais jusqu'à 11 millions de critères. On gère jusqu'à 11 millions de critères en temps réel, même si une campagne n'en utilise que 10 ou 100 000. C'est plutôt de chercher quelqu'un qui va réaliser la conversion qu'on le vise. Donc en fin de compte, si par exemple je fais cette chose-là, je vais exclure la personne qui n'a pas d'enfant, mais qui peut être le parrain d'un enfant de 10 ans et qui va décider pour un motif totalement différent de celui d'emmener une famille, d'aller offrir un séjour au parc Astérix, par exemple, parce que c'est l'anniversaire ou parce qu'il a eu son brevet des collèges, etc. Donc le principe, c'est d'avoir une vision non plus de média planning dans lequel je vais finalement pêcher au filet, au chalut ou à la ligne, mais d'avoir un sonar sur chacun des poissons. Et qui dit sonar sur chacun des poissons, ça veut dire qu'on va pouvoir piloter le capping nécessaire, en tout cas le taux de présence de la marque pour faire une conversion. Il est clair que si on voit quelqu'un qui a été sur des sites de vacances scolaires, sur des sites de transport, sites hôteliers, et on est dans une logique où il peut être intéressé par telle ou telle chose. Et donc la technologie sert à modéliser cette propension à convertir sur quelque chose
Et en fait, l'intelligence artificielle permet de corriger cette propension en temps réel. C'est-à-dire, je pense que cette personne a 10% de chance de réaliser une conversion, elle ne le fait pas, je modifie ma propension, le score que je mets sur cet individu. Et les variables qu'on va rentrer, c'est effectivement le nombre de personnes, le nombre de fois où il a été exposé. Et finalement, on va rentrer dans la physique du marketing. C'est peut-être plus simple d'aller chercher, pour vendre une BM à quelqu'un qui achète une BM, mais pour vendre une BM à quelqu'un qui était chez Peugeot, c'est plus compliqué. Donc on va ajuster la prise de parole en fonction de l'individu et de son comportement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on prépare demain si tout évolue à vitesse grand V? Bien évidemment, en fait, un des nerfs de la guerre de cet enjeu du nouveau média planning, c'est simplement la capacité informatique. Nous, la seule chose qu'on passe notre temps à faire, c'est à agglomérer le plus de données possible. On est à 16 pétaoctets de données aujourd'hui, c'est gigantesque, c'est des données granulaires, c'est une information qui va au-delà de simplement de la classification, c'est un ensemble de grains de sable. L'information, c'est plus je suis monsieur Tartampion à tel endroit, c'est je cours, donc je me déplace. Donc ça a une influence sur ce que je vais faire. Donc, on passe notre temps à agrandir sur les systèmes de mesure, de tracking et de stockage de données et d'utilisation de ces données en temps réel. On fait 4 milliards d'opérations à la seconde. Donc, c'est très rapide. Demain, c'est quoi l'avenir? Tout simplement, c'est que cette digitalisation, elle est partout. L'Internet a développé des choses extraordinaires dans la liaison émetteur de messages, récepteur de messages. Demain, la télé va dans ce sens-là. C'est-à-dire, partout où on va avoir une audience en temps réel, on va pouvoir développer une capacité à choisir est-ce que demain, je ne vais pas être capable de diffuser ce spot-là dans tel foyer à tel moment, parce qu'il y a potentiellement quelque chose qui va me permettre de convertir soit un message, soit un branding, une perception, une reconnaissance de marque, une intention d'achat, ou une conversion, parce que les outils sont interactifs. Je peux aussi bien regarder la télé en live et acheter un produit dans une émission. Il y avait TF1 qui était présent tout à l'heure. Imaginons qu'il y ait une marque et qu'Aïe Prospect place un des produits dans le fond du décor. En interactivité sur un écran, on peut tout à fait aller cliquer et acheter le produit parce qu'on le trouve bien, ou le pantalon du présentateur parce qu'il est formidable, etc. Voilà, enfin, en tout cas, je ne veux pas vous faire ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question que vous vouliez. Donc demain, c'est la télé, c'est tout ce qui va être en réel. Et puis peut-être les affichages en temps réel, le jour où on saura reconnaître qui est qui avec la pupille des yeux. Mais ça, on a commencé en affichage et en radio à faire des campagnes en RTB sur la radio numérique et sur l'affichage digital. Donc effectivement, c'est déjà des choses qui commencent à exister. Et effectivement, la télévision est probablement la prochaine target, très clairement, notamment et ce sera ultra efficace et on aura, je pense, la même pression publicitaire globale, sauf que notre paysage publicitaire deviendra individualisé. Chacun aura un paysage qui lui sera propre, probablement dans l'avenir. Juste, je voulais ajouter un mot pour rebondir. Oui, le retargeting télé, etc., c'est quelque chose que nous allons tester cette année. Mais quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé, c'est aussi les enjeux que peut avoir la programmatique pour un nouveau produit, au final, et pas dans une logique média. Pour vous donner un exemple, la programmatique, ça va être sur plein de sujets qui sont mouvants. Donc pour nous, un enjeu cette année, c'est de travailler sur la météo, par exemple. Donc ce qu'on avait fait, parce que le digital, pour vous expliquer, chez nous, c'est pas que le média et le CRM, c'est inclus, mais il y a aussi le point de vente. Donc le produit peut évoluer avec la programmatique. Donc ce qu'on a fait cette année sur l'application mobile du parc Astérix, c'est que selon la météo, du coup on va dire aux gens il fait beau et donc dans le parc on vous propose d'acheter des glaces par exemple à tel endroit, dans tel point de vente, etc. Il fait pas beau, allez prendre un kawaii, un parapluie, etc. dans tel point de vente. Donc selon un besoin toujours du consommateur, du visiteur qui est l'impact météo, du coup on y a répondu sur le point de vente. Et là on travaille cette année à une offre qui va arriver justement à la visite, qui aura pour nom Le ciel ne vous tombera pas sur la tête au parc Astérix. L'idée, c'est justement d'avoir une assurance météo en disant aux gens, si vous prenez le risque d'acheter un billet plus de 7 jours en avance, donc un billet daté, et là, vous ne savez pas encore la météo qu'il peut y avoir si c'est incertain, ce qu'on vous propose, c'est pour quelques euros de plus, de pouvoir prendre cette assurance météo. Et derrière ça, quand les gens vont venir au parc et si le nombre de millimètres de pluie qu'on a identifié est dépassé, du coup, automatiquement, via justement le CRM, on pourra réadresser un mail à ces gens-là en disant vous êtes venu un jour où le nombre de millimètres de pluie a dépassé ce qu'on vous avait en tout cas proposé ou ce que vous aviez souhaité. Dans ce cas-là, vous pouvez revenir une deuxième fois par Astérix gratuitement. Donc voilà, il y a tous ces enjeux aussi en parallèle de la communication où la programmatique peut apporter quelque chose de nouveau sur une différence produit et du coup faire une vraie différence au global par rapport à d'autres acteurs qui sont existants. Justement, puisqu'on parle de différence, on va parler donc de différenciation et les clés notamment pour les médias. La question qui pourrait se poser à la place média, c'est qu'aujourd'hui, dans un premier temps, on était dans une problématique d'invendu, ensuite dans une problématique de captation de la bonne audience, et demain, le premium, les opérations spéciales, le native advertising.
Alors, en ce qui concerne la place média, à court terme, on est en train de travailler sur un sujet qui s'appelle le yield holistique. Ça va faire briller dans les dîners en ville. Vous pouvez nous expliquer un peu de Sans doute. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que c'est que le yield holistique. C'est mettre en compétition le canal direct et le canal indirect. Et donc, par le canal direct, j'entends les ventes avec la force commerciale de la régie. Et par le canal indirect, j'entends le programmatique via la place média. Puisque aujourd'hui, l'ensemble des régies avec lesquelles on travaille vont d'abord diffuser leur volume garanti, donc c'est-à-dire les campagnes vendues par leurs commerciaux, et ensuite diffuser les campagnes en programmatique de la place média. Aujourd'hui, certains CPM générés par le programmatique peuvent se rapprocher, et je parle pas pour toutes les impressions qu'on monétise, évidemment, mais pour quelques impressions, peuvent se rapprocher et peuvent dépasser les CPM vendus en direct par la régie. Comme on sait qu'aujourd'hui, les premières impressions sont celles qui ont le plus de valeur, donc les premières impressions sont prises par les campagnes directes vendues par les commerciaux, on peut se poser la question, si le RTB, le programmatique, génère un CPM de 6 € alors qu'une campagne a été vendue à 5 € en direct, pourquoi la campagne en RTB qui est à 6 € ne passerait pas avant la campagne directe? Et donc c'est sur quoi on travaille avec l'ensemble de nos régies, et je pense qu'on va mettre ça en place au moins avec quelques-unes cette année. Et l'objectif est de mettre ça en place avec l'ensemble des régies. Et sur une évolution à plus long terme du programmatique, je pense qu'effectivement, on va introduire le programmatique. Il a déjà été introduit sur l'ensemble des médias offline. Alors, le programmatique, si on essaye de le définir, et je vais pas le définir, je vais donner valeur du programmatique, puisque le SRI va lancer un lexique du programmatique très bientôt et va faire ça beaucoup mieux que moi. Si on essaye de décomposer en fait les valeurs du programmatique tel qu'il est dans le digital aujourd'hui, c'est l'automatisation, avec l'ensemble des infrastructures qui sont assez lourdes pour le permettre, l'automatisation de la mise en ligne, de la facturation, etc. C'est les capacités de ciblage, donc la possibilité pour un annonceur de s'adresser à une audience en particulier, et c'est les nouveaux modes d'achat, c'est le sujet du jour, et donc notamment les enchères et le temps réel. Et on ne pourra pas transposer littéralement aujourd'hui ce qu'est le programmatique avec ses 3 qualités intrinsèques sur les médias traditionnels, mais on pourra sans doute en transposer certaines, et c'est ce qui est fait actuellement avec des initiatives récemment dans la presse. Peut-être sur la télé, par exemple, on n'arrivera pas à avoir des capacités de ciblage, puisque le contenu ne peut pas être différencié par foyer et la publicité est un contenu. Et donc, il y a la nécessité aujourd'hui de digitaliser l'ensemble des médias pour pouvoir transposer littéralement ces 3 qualités intrinsèques sur l'ensemble des médias actuellement dits offline. Bertrand, vous avez 30 secondes pour répliquer. Écoutez, a priori, juste pour préciser une chose, je pense que sur la télévision, on va y arriver de toute façon, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien différencier les contenus par médias. Vous avez des régies, des grandes régies nationales, pas forcément TF1, où finalement, il y a une séparation entre le contenu diffusé dans les écrans et le contenu de flux de l'antenne. Aujourd'hui, il y a des chaînes indépendantes, plutôt même dans l'univers musical, qui sont capables de vous délivrer non plus un flux dans 500 000 foyers qui est le même, mais 500 000 programmes totalement différents en interactivité. C'est-à-dire que la télévision a rejoint la capacité digitale, cette capacité de délivrer un produit non délinéarisé, mais en temps réel, partout. Ce qui veut dire qu'on est très bien capable de changer un spot d'une seconde à l'autre dans 500 000 foyers totalement différents. Pour peu qu'on sache mesurer qui est en train de regarder ça. Et ça, on sait le faire aujourd'hui parce que la DSL a permis d'avoir une interconnexion entre la mesure de l'audience et l'audience réelle. Donc, de toute façon, on y va naturellement. Qu'on le veuille ou non, après, c'est une résistance commerciale, mais ce n'est pas forcément négatif pour le commerce. J'ai 10 secondes pour vous remercier pour votre attention et 10 secondes pour vous remercier Pierre, Marilyn, Bertrand et Gilles pour cette table ronde. Merci à vous. Merci.